Jean-Luc Dupouet, bonjour. Vous êtes spécialiste des forêts à l'Institut national de la recherche agronomique. L'ONU consacre l'année 2011 aux forêts. Quel est selon vous le principal objectif de cette initiative? Le principal objectif, bien sûr, comme toute grande manifestation, c'est de sensibiliser différents publics, les gestionnaires, les politiques, le grand public à la forêt. Et pourquoi il y a un besoin de sensibiliser ce public à la forêt? C'est qu'à la fois, la forêt, c'est quelque chose d'aujourd'hui de très important dans le monde, mais à la fois quelque chose qui est, on peut dire, très vulnérable. Et je vais donner quelques exemples. La forêt, ça représente un tiers des surfaces des terres émergées, un tiers. Et pourtant, on la fait disparaître à la vitesse de 5-6 millions d'hectares par an, une surface énorme. La forêt, ça contient 50 à 80% de toute la biodiversité de la Terre. On ne sait pas très bien. Et pourtant, ces forêts vierges, elles, disparaissent à un rythme encore plus rapide que l'ensemble des forêts. On les détruit à une vitesse de l'ordre de 0,4% par an. Donc elles sont à risque de disparition dans un terme relativement rapide pour l'homme. Vous parliez de l'action humaine sur les forêts. Quels sont justement les risques liés à cette action et notamment sur la biodiversité? Alors les risques, on les a découverts au cours des dizaines d'années ou des siècles d'études sur les forêts. Ils sont nombreux et multiples. Le premier risque sur la forêt lié à l'homme, c'est la déforestation, c'est le déboisement. Parce qu'en faisant ça, on détruit des habitats de très nombreuses espèces qui sont liées, qui n'existent que dans les forêts. Et donc on peut faire diminuer très vite, et c'est ce qui se passe, la biodiversité mondiale par la destruction des forêts, en les fragmentant, en supprimant ces habitats. Et puis derrière, on a des services écologiques qui sont liés à la forêt et qui disparaissent ou sont dégradés quand on déboise. La fourniture d'eau, par exemple, d'une eau propre, est souvent liée à la forêt. Je voudrais prendre comme exemple la ville de New York. La moitié des habitants de New York, c'est-à-dire 9 millions de personnes, sont alimentés par une eau qui n'est pas filtrée parce qu'elle vient de bassins versants qui sont couverts majoritairement de forêts bien entretenues. Et donc on arrive à fournir une eau propre, presque gratuite, entre guillemets, il n'y a pas besoin de la traiter, parce que les forêts sont dans bon état. Quel est l'impact de la déforestation justement sur le climat? Alors, pendant longtemps, on a pensé que le climat, c'était une machine liée aux océans, à l'atmosphère, au soleil. Et puis on s'est aperçu petit à petit que les forêts jouaient un rôle énorme sur le climat. Les forêts jouent un rôle sur le climat parce que leur couleur, tout bêtement, ce qu'on appelle l'albédo, leur pouvoir de refléter les rayons du soleil, diffère selon les forêts. Les forêts boréales, qui sont très sombres par rapport à la toundra enneigée, par exemple, au printemps ou en hiver, absorbent beaucoup plus le rayonnement solaire et donc, par exemple, réchauffent la Terre. Autre phénomène très important, l'évapotranspiration. Le fait que les forêts évaporent un peu plus d'eau que d'autres types de milieux fait qu'elles renvoient une grande partie des pluies dans l'atmosphère et ça a un rôle important au niveau du climat, par exemple continental. Les déserts intérieurs de Chine ou d'Afrique sont très influencés au niveau climatique par la quantité de forêts qui existe dans les zones côtières. On a des transferts d'eau à l'échelle continentale. On a évidemment un effet sur le CO2 aussi, puisque les forêts captent ou retiennent du dioxyde de carbone et donc limitent l'effet de serre et donc limitent le réchauffement climatique. Vous dites que la forêt attire la chaleur, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de forêt, on pourrait penser justement qu'il ne ferait moins chaud. Alors c'est en effet un débat qui a eu lieu dans la communauté scientifique, un débat fort, parce qu'on a montré que pour ce qui est du rayonnement solaire, en enlevant les forêts boréales, on arrive à quelque chose qui est en effet un peu plus froid, si on la remplace par de la toundra, au niveau du bilan du rayonnement solaire. Mais il faut prendre en compte d'autres paramètres. C'est-à-dire que je vous ai dit aussi que si on déboise, on réémet du dioxyde de carbone, du carbone qui était dans le bois, on le réémet vers l'atmosphère. Donc ça joue un rôle réchauffant. Donc il y a en effet des discussions pour savoir quel est le bilan global de tout ça. Est-ce que des forêts peuvent réchauffer ou refroidir? Et en effet, certaines forêts comme les forêts boréales, aujourd'hui, on sait que leur rôle global est probablement plutôt un rôle de réchauffement de la Terre. Est-ce que c'est une raison pour dire on va couper les forêts boréales? Non, parce que les forêts ne sont pas là que pour jouer un rôle dans la machinerie climatique. Quelles sont les régions les plus touchées par la déforestation aujourd'hui? Sur les quelques dernières décennies, on va dire, ou siècles, on va dire décennies, parce qu'on a des bonnes statistiques, principalement c'est l'Amérique du Sud, avec le Brésil, et puis l'ensemble de l'Afrique. Toutes les parties de l'Afrique confondues, que ce soit orientale avec le Soudan, ou centrale avec le Congo, ou l'Afrique australe avec le Zimbabwe, on a des surfaces immenses qui disparaissent. Et puis l'Asie, avec principalement l'Indonésie, la Birmanie, qui ont subi des déboisements très importants en surface.
Récemment, dans la dernière décennie, l'Australie est rentrée dans le club des pays perdant des grandes surfaces, non pas par déboisement d'origine humaine contrôlée, mais par des sécheresses qui ont provoqué des incendies énormes. Deuxième partie de la réponse très importante, c'est si on remonte par contre à quelques millénaires en arrière, là les choses s'inversent. Et les parties du monde qui se déboisaient le plus, on les connaît, c'est chez nous. C'est en Europe, c'est en Amérique du Nord, c'est dans des pays qui sont aujourd'hui industrialisés. Et si on regarde aujourd'hui le taux de boisement de l'Europe, il est encore inférieur à celui de l'Amérique du Sud. Ça veut dire que l'Amérique du Sud a moins déboisé pour l'instant que ce que nous, Européens, avons fait pendant des milliers d'années. On parle donc de déforestation. Que fait-on de tout ce bois de déboisement? Alors la première raison pour laquelle on déboise, ce n'est pas que fait-on de tout ce bois, c'est que fait-on de toutes ces terres. Parce qu'une des raisons principales pour lesquelles on déboise, c'est pour le besoin de nouvelles terres pour faire d'autres choses que de la forêt. Premier élément. On a besoin de terre aujourd'hui parce qu'on veut produire des cultures qui semblent aujourd'hui plus rentables. Dans certains cas, des plantations, plantation d'EVA, plantation de palmiers à huile, plantation de cultures type colza, maïs, soja, je ne sais pas, qui font qu'on veut récupérer ces terres, voire urbanisation. En France, les raisons principales d'un déboisement, c'est l'urbanisation, c'est la cause principale. Les chiffres avancés par les organisations internationales, comme la FAO par exemple, sur la déforestation, est-ce que ces chiffres sont vraiment fiables? Pourquoi vous dites vraiment fiables? Parce que ce qui est intéressant, c'est que la FAO dit elle-même qu'ils ne sont vraiment pas fiables. C'est ça qui est intéressant. Les gens pensent qu'ils sont fiables. Et quand on nous donne des chiffres, finalement, on pense qu'ils sont fiables. Et la FAO est la première à dire qu'ils ne sont pas fiables. C'est-à-dire qu'elle donne des chiffres et elle dit qu'ils ne sont pas fiables. Exactement. Pourquoi? Alors, pourquoi? Je vous explique. Comment peut-on savoir la surface forestière et comment peut-on savoir à quelle vitesse elle évolue, comment se font les déboisements dans les pays du Sud, à quelle vitesse, pourquoi? Il faut des statistiques. On les obtient que de deux façons aujourd'hui, soit par enquête sur le terrain, soit par télédétection, et donc photos satellites ou éventuellement aériennes. Et ces deux voies d'acquisition de données posent des gros problèmes aujourd'hui qu'on n'a pas résolus. La meilleure voie semblerait l'enquête de terrain, parce qu'on a quelque chose de réel. Chez nous, on a un inventaire forestier national qui est magnifique, qui nous donne des données très précises sur les quantités de bois. Mais dans la plupart des pays du monde, il faut se rendre compte que les gens n'ont pas l'argent de ce pays, ce genre d'observatoire de l'environnement. Et donc, comment ils font? Ils font à dire d'experts. C'est ce qu'on faisait en France jusqu'en 1830. On demandait au préfet « Combien avez-vous de surface forestière dans votre département ?» Eh bien, c'est comme ça encore dans des dizaines de pays dans le monde. Et donc, le chiffre obtenu est très peu fiable. Et on a des estimations qui peuvent varier du simple au double. Par télédétection, la voie semble aujourd'hui meilleure, et c'est en effet celle qui va être prise certainement dans les 10 années à venir. En quoi ça consiste, la télédétection? Alors, on balaye par avion ou par satellite. On fait des photos de l'ensemble de la Terre ou de la zone qui nous intéresse. Donc par satellite, aujourd'hui, on peut couvrir toute la Terre. Par des satellites en plus qui sont passés depuis des dizaines d'années, comme Landsat, qui a une ancienneté de plus de 30 ans au moins. Et donc, on peut regarder sur ces images satellites chaque pixel, qui fait quelques kilomètres carrés. On va analyser, est-ce qu'on y voit de la forêt? Et est-ce qu'on en voyait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans sur les anciennes photos? Le problème, c'est que reconnaître ce qu'est une forêt sur un pixel d'une image satellite, ce n'est pas un problème simple et on ne sait pas encore bien totalement le résoudre. Finalement, le problème, c'est qu'il faut que les politiques qui gèrent la science ou qui gèrent la forêt, le public se rendent compte qu'on est encore dans l'enfance de l'observation de l'environnement, que justement ces chiffres-là, il ne faut pas les prendre pour argent comptant, on a encore beaucoup de travail et on est juste au début d'une prise de conscience de l'intérêt que ça a de faire ça mieux, de financer les satellites, de financer les enquêtes de terrain pour pouvoir savoir un peu plus ce qui se passe. Alors, si certains déforestent, d'autres replantent. Est-ce que cette replantation peut permettre de compenser justement ce qui est déforesté? Dans les pays industrialisés, en particulier les pays du nord de la planète, de l'hémisphère nord, on a une vague énorme d'augmentation des surfaces forestières. Et elle se fait non pas par un boisement artificiel, on ne plante pas des forêts majoritairement en France actuellement, c'est parce qu'on abandonne des terrains agricoles. Et donc on a une recolonisation naturelle, ce qu'on appelle par régénération naturelle, une colonisation naturelle de la forêt qui se réinstalle sur des terrains agricoles abandonnés. Donc ce n'est pas du tout par l'action humaine? On peut dire que c'est quelque chose qui n'est pas volontaire. Ça n'a pas été décidé par une politique forestière. C'est en fait
un contraste, un négatif de l'abandon des cultures qui ne sont plus rentables parce que la politique commune européenne fait que certains territoires de petites montagnes françaises, le Massif central, les Alpes du Sud, le Piémont, les Vosges, deviennent moins rentables et donc on a des terrains agricoles abandonnés et un reboisement qui se fait naturellement. Alors ça, c'est une vague de reboisement très importante, mais qui en volume et en surface ne compense pas les pertes tropicales. Deuxième vague ensuite très importante, c'est les reboisements dans les régions tropicales, les régions du sud. Et là, on a d'énormes surfaces de reboisement. Quantitativement, elles arrivent petit à petit aujourd'hui, elles font la course avec la déforestation des forêts vierges d'origine. Et donc, on peut imaginer, on voit actuellement qu'il y a un rattrapage, et peut-être qu'on peut imaginer que le reboisement va permettre de compenser la perte de forêt. Une chose très importante, c'est que ce reboisement ne compense en rien la qualité des forêts vierges d'origine. Parce que quand on reboise avec une plantation d'essence exotique, pire encore, quand on reboise, entre guillemets, avec des plantations de palmiers à huile pour produire du savon qu'on va consommer, nous, en Europe, ce qu'on obtient, c'est à peine une forêt. C'est une série d'arbres espacés dans lesquels on a perdu toute la biodiversité d'origine, dans lesquels on perd énormément d'éléments nutritifs dans le sol qui sont érodés, dans lesquels on perd aussi beaucoup de valeur pour les populations locales. Donc on passe à des systèmes qui n'ont rien à voir avec la forêt d'origine. Et aujourd'hui, c'est un réel problème. C'est le problème en fait des reboisements, c'est qu'on nous dit qu'on a des reboisements, mais leur qualité est largement incomparable, très faible par rapport à la forêt d'origine. Même pour les forêts qui se reforment naturellement? Alors pour les forêts chez nous qui se reforment naturellement, la situation est bien meilleure. Les peuplements qu'on obtient sont des peuplements forestiers qui ont une bonne tête. Ils ont une bonne gueule de forêt comme celle qu'on avait avant. On peut retrouver une hêtraie au bout de 200 ans, une chênaie hêtraie tout à fait satisfaisante. Le petit distinguo chez nous, c'est qu'on est passé par des stades agricoles forts avant et que les sols contiennent encore énormément des produits qu'on y a mis dedans, des fertilisants. Par exemple du phosphore, par exemple des apports de calcium, magnésium quand on faisait des amendements. Et donc les forêts qu'on a aujourd'hui, sur les anciennes cultures, les agricultures françaises, dans les boisements dont je vous ai parlé avant, elles ont des peuplements satisfaisants, mais la biodiversité des sols, la biodiversité du tapis herbacé n'est pas encore celle qu'on avait dans les forêts anciennes. Et on a pu montrer par des travaux de recherche à l'INRA que ces impacts durent malheureusement des milliers d'années. On retrouve aujourd'hui la trace de l'agriculture gallo-romaine dans nos forêts. Elle est très bien marquée dans les sols. Donc on n'a pas récupéré des vraies forêts à l'échelle de 2000 ans. Donc les forêts sont des choses qui maturent à des temps beaucoup plus longs que ce que les gens peuvent penser. Peut-on être optimiste pour finir quant à l'avenir des forêts dans le monde? Oui, j'aurais tendance à avoir peut-être une vision peut-être inverse de celle que les gens ont souvent, c'est-à-dire que je suis optimiste à court terme et pessimiste à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, si on regarde un peu les tendances des quelques dernières années, il y a des raisons un peu d'espérer, il y a quelques lueurs d'espoir sur les forêts, parce que justement le rythme de la déforestation ralentit. Et on voit aussi que la production ou les raisons pour lesquelles on avait la déforestation sont en train de se reporter sur des forêts de plantation. Donc les forêts vierges, les forêts primaires risquent en effet, ont des chances dans le futur d'être un peu plus protégées. Et on peut voir un basculement de la pression sur des forêts finalement qui sont faites pour ça, entre guillemets, des forêts de plantation. Donc là, il y a motif d'espoir vis-à-vis de la déforestation. Mais à long terme, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas d'action humaine sans conséquences sur l'environnement. Et aujourd'hui, on a mal résolu ce problème, c'est-à-dire que l'homme n'a pas d'action zéro. Il a toujours une action avec un certain niveau. Donc à très long terme, de façon cumulative, pour l'instant, on ne fait que augmenter la pression sur l'environnement. Et par exemple, tant que la population mondiale augmentera, moi je suis assez pessimiste, je ne vois pas de raison pour lesquelles on arriverait à finalement annuler notre pression sur l'environnement. Merci beaucoup, Jean-Luc Dupouet. Merci.